Bonjour, non, bonsoir, pardon, même si les rayons du soleil sont trompeurs. Merci d'être là. Alors c'est un exercice un petit peu particulier, figurez-vous, parce que ce dont nous allons parler pendant une heure et visionner n'a pas fait l'objet d'énormément de recherches. Pour la simple et unique raison, c'est qu'il y a les trois fameuses phases, ce qu'on appelle à la mode, has-been et culte. Et on est dans une période un peu où ces 30 années un peu expérimentales de notre société sont actuellement en période de digestion. Donc, aussi bien sociologues, ethnologues, anthropologues sont en train d'étudier ce phénomène culturel qui n'est autre que la représentation, comment dirais-je, d'une génération dans un premier temps, d'une histoire, d'une géologie à travers le cinéma. Alors on appelle aujourd'hui ce cinéma le cinéma urbain, je ne vois pas vraiment ce que ça veut dire. On appelle également cette culture la culture urbaine. La culture, qu'elle soit urbaine ou rurale, peu importe, c'est l'impact qu'elle a sur notre société. Bref, on est actuellement dans une période où chacun cherche son chat, n'est-ce pas? Donc, je vais être un petit peu obligé de m'appuyer sur une expérience vécue, puisque l'émergence de ce terme culture urbaine est arrivée plus ou moins à un moment où mes contemporains étions autour de la trentaine. Et à ce jour, puisque nous sommes un peu plus autour de la cinquantaine, on a suffisamment de recul pour se refaire le film et relire un petit peu cette histoire qui est la nôtre et surtout la façon dont cette histoire a impacté notre culture française. On appelle ça culture urbaine. Pour moi, c'est un sous-ensemble de la culture française qui me tient à cœur parce qu'il est beaucoup plus difficile d'être français aujourd'hui que d'être urbain. Donc j'insiste sur cet élément-là qui est un socle commun pour nous tous, ce cinéma. Voilà. Donc, je vais remonter un petit peu sur... je vais revenir sur une période, on est, si vous me permettez, on va revenir jusque dans les années 60, période durant laquelle un pan entier de notre société, surtout dans les milieux industriels, ont été conviés à participer au développement de ce pays. Bien évidemment, l'habitat a été repensé, tout a été repensé, sauf les habitants, les gens qu'on mettait à l'intérieur de ces logements. Beaucoup de ces néo-citoyens venaient un peu des quatre coins du monde. Et l'élément déterminant était que, à un moment, doit se faire cette alchimie magique où on s'approprie la culture du pays dans lequel on arrive. Et bien évidemment, ça ne s'est pas fait sans heurts, sans pleurs également, et sans une forme parfois de friction. Ceci étant, ça c'était un peu l'historique de ma petite histoire pour recontextualiser un petit peu la façon dont ce cinéma a émergé, dans quel contexte et surtout sur quoi il s'est appuyé en termes de sémantique, en termes d'éléments sociologiques, en termes d'appropriation. Donc j'aimerais dans un premier temps, ce film a pour vertu de pointer un nouveau cinéma. Alors ça n'était pas le cinéma français urbain tel qu'on l'entend, mais ça a été l'émergence d'un nouveau courant cinématographique qui a été un point de départ et qui a eu énormément d'incidence sur ce qui se passera juste après. Donc on est en 1953, une forme de cinéma émerge, ce qu'on appelle le cinéma indépendant aux États-Unis. Je reviendrai dessus, mais je vous propose dans un premier temps de voir un extrait de ce film, The Little Fugitive, Le Petit Fugitif, qui a été réédité dernièrement en 2009 et qui était pendant une vingtaine d'années très compliqué à trouver, mais qui a été un des socles culturels sur lequel s'est appuyé notre rapport à l'image et notre rapport à l'outil et notre rapport au cinéma. Donc je vous propose tout de suite de se plonger dans un extrait de ce film, Le Petit Fugitif. On est en 1953 et on va revenir en 2018 juste après. Voilà.
Gee, thanks. Thanks again. This ain't no deposit battle. Donc là, nous sommes en 1953 et Maurice Engel est un jeune photographe reporter et il décide d'appliquer la recette qui est la sienne quand il fait ses reportages in situ, très souvent dans les populations les plus défavorisées. Il décide de mettre ses compétences au service du cinéma. Et Truffaut dira de lui qu'il est un peu le chaînon manquant entre le néoréalisme italien on va dire 1945-1947 et la nouvelle vague au début des années 50, puisque c'est une des premières fois que l'on voit ce type de cinéma expérimental qui consiste à s'immerger au milieu de la réalité, au milieu de la population, et d'en faire émerger une substance, entre autres la mixité, la diversité. C'est très très rare de voir dans le cinéma américain de cette époque, sur le même écran, une telle diversité ethnique. On voit un petit enfant issu de la communauté noire avec un autre à côté issu de la communauté asiatique. On voit la population, une mixité américaine qu'à l'époque on ne voyait pas à Hollywood. Et il faut savoir, entre autres, que ce cinéma-là, ce film en particulier, considéré comme ce chaînon manquant entre la période néoréaliste et la nouvelle vague, a été un élément déclencheur, aussi bien chez Cassavetes que chez Scorsese. C'est vraiment les films fondateurs de ces deux réalisateurs qui auront également à cœur de donner de la visibilité aux différentes communautés, à leur mode de vie. On dit même que la légende dit que Godard, pour À bout de souffle, a voulu acheter la caméra. Parce qu'il faut savoir que pour ce film a été fabriquée une caméra extrêmement petite, miniature. Il a fallu 1 an de boulot pour la construire, pour pouvoir tourner au milieu de la population. Là, on est à Coney Island. C'est un jour férié. Il y a la société américaine vient se divertir, se détendre sur les plages de New York. Je ne sais pas si vous avez vu le film, en fait. Est-ce que vous avez vu le film? Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce film? Vous l'avez vu? Et vous avez vu le début où ça se passe dans les quartiers populaires à Brooklyn, un peu misérable même d'ailleurs, et on y voit encore cette mixité, ce mélange de communautés. C'est un film que je vous conseille d'aller voir, ou même il est disponible maintenant en DVD, il vient d'être réédité. Et effectivement, on comprend pourquoi ce film est un élément fondateur de la nouvelle vague. Donc pourquoi ce film-là est important pour nous? Parce que c'est, quand je dis pour nous, pour ceux qui qui ont tenté l'expérience du cinéma indépendant et l'expérience du cinéma immergé, on va dire, c'est que c'est grâce à ce film que beaucoup de jeunes réalisateurs issus de l'immigration, qui n'avaient pas accès à ces écoles de cinéma ni aux outils nécessaires pour donner une juste représentation de la société, de notre société française. Et c'est ce film-là, un film un peu issu de la culture punk do it yourself, qui a totalement libéré les jeunes cinéastes en devenir qu'on retrouvera aussi bien à travers La haine, etc., tous ces films. On reviendra d'ailleurs sur le théorème d'Archimède, qui fait partie des films que j'ai sélectionnés. Donc ça, c'était vraiment pour avoir une approche purement factuelle de ce cinéma indépendant et l'accès, et surtout de remettre en lumière celui qui a été le père fondateur de ce cinéma qui tout d'un coup se plonge dans notre société, dans les quartiers là où ne va pas le cinéma français en règle générale, et en l'occurrence là où n'allait pas le cinéma hollywoodien. Donc ça, c'était juste pour marquer un peu cette date, ce déclencheur, Maurice Engel, qui est pour nous le point de départ, le point zéro de ce cinéma qui était supposé nous mettre à l'écran, mettre les visages de cette France. Maintenant, on va revenir à notre pays. Les années 70, les années 60 sont la période où on a vu émerger, bien évidemment, tous ces grands ensembles dans lesquels se sont retrouvées toutes les composantes culturelles et ethniques de la société française. Très rapidement, pour des raisons économiques, on a vu ici et là, moi je parle de mon quartier et de ma ville, on a vu petit à petit des pères de famille se retrouver sur les bancs publics en pleine journée, ce qui a été le premier élément déclencheur de paupérisation de ces quartiers. Et nous sommes dans une France où les référents culturels,
qui viennent à nous via le tube cathodique ou encore la radio, ne sont pas faites de cette mixité que l'on vit au quotidien. Vous le savez, ces grands ensembles, au départ, étaient un brassage aussi bien social, culturel et ethnique. Et petit à petit, les dégradations aussi bien de l'habitat ont fait que une partie de la population s'en est allée dans les zones pavillonnaires. Et seuls ceux qui ne pouvaient pas partir se sont retrouvés les uns entassés sur les autres, ce qui a généré une autre forme de vivre ensemble. On est fin des années 70, on est un peu tous, on a ces jeunes de la génération à laquelle j'appartiens, on a une dizaine d'années, 12, 13 ans, et on se rend bien compte qu'on ne vit pas la même France que les autres, et quand on allume notre télévision, nous ne nous voyons pas. On n'arrive pas à se projeter dans cette France de la réussite, dans cette France de l'espoir que porte cette fin des années 70. Et bien évidemment, l'arrivée de notre cher président François Mitterrand est un véritable raz-de-marée de joie, puisqu'on est à la croisée de plusieurs temporalités. Une France en noir et blanc, quand je dis en noir et blanc, c'est la télévision, bien sûr. Une forme de rigidité, et tout d'un coup, l'arrivée de ce nouveau président est un espoir. Très rapidement, cet espoir est accompagné par un fléau, un autre fléau que celui du chômage auquel on est confronté, mais quand on est gamin, on ne le comprend pas vraiment. Le second fléau, celui-ci, on est directement impacté, c'est l'arrivée de la drogue et de l'héroïne dans nos quartiers. L'arrivée de l'héroïne se situe à peu près au moment où la France et l'Iran ont des relations un peu conflictuelles. Et j'attire votre attention sur ce phénomène-là parce que l'héroïne ne vient pas toute seule dans les quartiers. Il y a un phénomène très important qui se passe, en tout cas en région parisienne, c'est que suite à une décision de la mairie de Paris, on rase des îlots de misère. Et ces îlots de misère étaient également des îlots dans lesquels se retrouvaient les consommateurs de drogue dure. Le jour, il y a entre autres la butte aux Cailles et d'autres quartiers comme ça qui ont été réhabilités à la demande de notre maire Jacques Chirac à l'époque. Et à défaut d'avoir tous les toxicomanes se diriger vers ces quartiers au début des années 80, finalement, ils sont restés dans les quartiers. La drogue existait, sauf que les toxicomanes sortaient des quartiers pour aller consommer et revenaient tard le soir, ce qui fait que ma génération n'étions pas confrontés à cette réalité-là. Et petit à petit, on retrouve malheureusement des scènes un peu dramatiques où on est confronté très très jeune aux premières overdoses. Donc les premiers cadavres ou les premiers toxicomanes. Et, puisqu'un fléau on appelle un autre, petit à petit on entend parler de maladies, d'hépatite, etc., etc. Et on se rend bien compte, puisque quelques années après, 2 ans après, une maladie émerge qu'on appelle le sida. Et donc on est au début des années 80, entre 80 et 85, et dans ces quartiers qui sont touchés par la réalité économique et entre autres les licenciements, et le délabrement de l'habitat, et les drogues dures, et le chômage, etc., etc., tout d'un coup, on est dans un chaudron. Mais dans ce chaudron, puisqu'on touche le fond, on cherche autant que possible une bouée de sauvetage, quelque chose auquel se rattraper. Il faut savoir que la génération avant la mienne, celle de mes frères aînés, des voisins, ceux qui sont plutôt nés entre 60 et 65, l'assimilation totale avait fonctionné. On s'est retrouvés dans les quartiers populaires à avoir des changements de prénoms. Ceux qui s'appelaient Mohamed, ça faisait appeler Jimmy. Ceux qui s'appelaient Rachid, se faisaient appeler Mike, eu égard à la scène rock'n'roll, eu égard aux chaussettes noires, etc. La génération à laquelle j'appartiens refuse en bloc tout ça. Parce que, à défaut d'être dans une période de plein emploi, nous, on se retrouve dans une période très conflictuelle, faite de violences psychologiques et physiques. Et donc, tout part à volo. Et il y a un film qui retrace très bien cette période, qui ressemble trait pour trait à la nôtre, qui est un film que l'on doit à Madame Fletcher, qui était une enseignante dans le sud du Bronx, à New York, fin des années 60, et qui un jour reçoit un mot d'excuse d'une mère de famille qui demande que son enfant soit pardonné car il ne peut pas venir à l'école parce qu'il n'a pas de chaussures. Et donc elle réalise
elle prend conscience de l'extrême pauvreté que vivent les habitants du sud du Bronx, essentiellement issus de la communauté portoricaine, et elle décide de prendre une caméra et d'aller filmer cette réalité, et elle tombe sur, je vais vous laisser découvrir cet extrait, elle tombe sur une réalité, on est en plein New York, dans le sud du Bronx, que pratiquement tout Manhattan ne connaît pas, Brooklyn aussi, me semble-t-il, le Queens aussi. C'est un délabrement total des quartiers et de cette communauté. Je vous propose de visionner un extrait, je crois, ou deux, un extrait que j'ai sélectionné, effectivement, pour vous donner un ordre d'idée de ce qui se passait plus ou moins dans des coins comme Chanteloup-les-Vignes, comme la dalle du Val-Fouré, en moindre bien évidemment, parce que l'habitat n'en était pas encore à ce niveau-là de délabrement. Mais voilà, on se replonge un petit peu dans ce que l'on a pu vivre lorsqu'on est gamin dans certains quartiers au début 80. Non, c'est Flying Cut Sleeves. Flying Cut Sleeves. Est-ce que quelqu'un a vu ce film? C'est un documentaire intitulé Flying Cut Sleeves, qui n'est autre que si je dois traduire, en fait, c'est les vestes à manches coupées. Voilà. Donc on va regarder un extrait, on reviendra dans notre petit hexagone juste après. Merci. Because you have to know when to get out of it. You have to know how to also grow. It's not just being in the gang and after your old man gets locked up, you know, you go crazy. That's Ghetto Girls. See, the Ghetto Girls are very political in a way. They did a lot of good things. Cleaning the streets, helping the kids with their homework. You know, they were into all this kind of a hippie thing too. You know, listening to their heavy metal and their Beatle albums and all this. The original concept of the Ghetto Brothers was really my brothers. Me, Robert, Victor, Raymond. Was purely a brother thing. Donc Fly Can Sleep, je suis désolé, normalement il y avait les sous-titres, mais c'est pas très grave, on va revenir sur ces images. Alors pourquoi ces images ont une telle importance? C'est qu'en fait, ce qui se passe à l'époque dans le sud du Bronx, le désœuvrement, amène les mômes à se fédérer et à créer ce qu'on appelle des gangs. Ces gangs sont amenés pour protéger leur territoire à, bien évidemment, s'entretuer, on va dire. Les journées s'enchaînent et les cadavres également. Et il y a un jeune issu de ces différents gangs. Alors il y a les Ghetto Brothers qu'on vient de voir, il y a les Javelins, il y a les Black Spades, il y a enfin il y a pratiquement, je crois, 120 gangs et ça représente plus de 400 000 gamins dans New York qui s'affrontent avec des armes, de véritables armes. Il y a un jeune à l'époque qui s'appelle Black Benji qui décide de fédérer tous ces gangs et de faire appel à une pacification dans les quartiers, main dans la main avec les autorités de la ville du sud du Bronx. Il faut savoir que le sud du Bronx, c'est un lieu dans lequel, je crois que c'était Nixon qui disait « laissons les choses s'écrouler ». C'est une théorie qui s'appelle « Burn and Rebuild ». Théorie américaine qui consiste à dire que laissons les choses aller à volo, on rasera tout et on reconstruira. C'est exactement ce qui s'est passé, sauf que la temporalité des projets politiques n'est pas la même que la temporalité des humains.
Et donc vous avez toute une génération de gamins qui s'est retrouvée à vivre dans des endroits où pour avoir l'électricité, il fallait se connecter sur le lampadaire. Plus d'écoles pratiquement, tous les services publics partaient à volo, plus de pompiers. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois qu'en 1975, 40 000 foyers d'incendie avaient été déclarés uniquement dans le sud du Bronx. Parce que le quartier était dans un tel état que les propriétaires d'immeubles engageaient les gangs pour mettre le feu aux immeubles de façon à toucher l'argent de l'assurance. C'est à peu près ce qui a scellé définitivement le sort de cette communauté dans le sud du Bronx, dont on a très très peu entendu parler, si ce n'est, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, cette fameuse expression « c'est le Bronx ici ». Alors que personne en France n'avait été pratiquement dans le Bronx, voire même personne ne savait à quoi le Bronx ressemblait, ni même pourquoi cette expression était utilisée. Tout simplement parce que certains disaient que c'était carrément un terrain de guerre. Le Bronx était en ruine, comme ils disent, « the Bronx is burning ». Le Bronx brûlait. Je reviens à cette jeunesse qui vivait au sein de cette communauté, qui n'avait pour quotidien que la violence. Son souhait le premier, la paix. L'instigateur de cette paix, Black Benji, dans sa volonté, réussit à réunir tous les chefs de gang, 200 gamins. Cette réunion a été reprise dans une fiction à travers un film qui a été un élément fondateur de la culture hip-hop, puisque c'est le premier élément de la culture américaine qui est arrivé dans les quartiers. Avant Scarface, c'était Warriors. En fait, le film Warriors est une réalité. Ce moment où on réunit tous les chefs de gang, c'est réellement passé. Sauf que Black Benji a été assassiné. À partir de ce moment-là, la violence s'est tue. Et les gangs, qui étaient des gangs armés, qui s'entretuaient, sont devenus ce qu'on appelle des possis, des groupes de jeunes qui avaient troqué les flingues, les couteaux, la violence pour la musique et la danse. Et ce n'est pas un hasard si, lorsque l'extrait que je vous ai passé, on voit les Ghetto Brothers chanter. Parce que c'est un moment, c'est un tournant dans cette histoire. Et parmi les protagonistes de cette paix, parmi les gangs, un en particulier, le gang des Black Spade, avait en son sein un chef charismatique du nom de Afrika Bambaataa, qui lui-même a été un des éléments fondateurs de la culture hip-hop. Le mot hip-hop n'existait pas encore, mais la volonté de vouloir transformer cette violence, qui est la base de la culture hip-hop, en énergie positive, est née à ce moment-là. Il faut savoir que 10 ans après, comme quoi les choses se répètent et qu'on ne tire absolument pas la moindre expérience du passé, notre bel hexagone et nos hommes politiques ont fait exactement la même chose. Ils ont entassé des populations venant d'ici et d'ailleurs, un peu partout, aussi bien du nord de la France, dans les anciennes mines, les anciennes filatures, que du Maghreb, que d'Afrique noire, que des Antilles, que d'un peu partout, sans vraiment se soucier du devenir de leur descendance. Pour vous donner un ordre d'idée et un chiffre, j'ai grandi dans une ville où, je crois en 1978, sur 13 000 habitants, 7 000 avaient moins de 7 ans. Des sociologues se sont penchés sur la question en disant « Attention, fin des années 80, il va y avoir obligatoirement une confrontation entre cette jeunesse qui regarde bien évidemment l'industrie pour laquelle les parents sont venus s'effondrer. Cette jeunesse va être en droit de demander une perspective d'avenir, un espoir, des solutions. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que milieu des années 80, bien évidemment, face à la violence, face au sida, face aux drogues dures, face au chômage, ce qui devait arriver arriva. Bien évidemment, on a eu quelques années après la marche pour l'égalité, puisque régulièrement il y avait ici et là des gamins qui se retrouvaient entre quatre planches pour des raisons X ou Y. Donc nous sommes début des années 80, c'est la liesse, Mitterrand arrive, c'est la gauche, on est libre, sauf que cette liberté n'arrive pas jusque dans les foyers. Et la violence s'installe.
exactement le même phénomène qu'aux États-Unis, à New York et dans d'autres grandes métropoles. Les gangs s'installent, ce qui fait que eh bien, on défend le peu qu'on a, c'est-à-dire rien. Une éducation au rabais, puisqu'évidemment les meilleurs profs ne viennent pas dans nos quartiers. Les forces de l'ordre sont de plus en plus absents. On voit disparaître les gardiens d'immeubles, bref, etc., etc., etc. Et donc, à un moment, on veut protéger le peu que nous avons, c'est-à-dire cette espèce de fierté d'appartenir à une ville, à un quartier. Et donc, on voit petit à petit des bandes émerger. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent des premières pages des journaux dans la deuxième partie des années 80, vers 85, 6, 7. On voyait petit à petit des cartographies émerger. Je me souviens, il y avait Libé qui avait fait ça. Et on voyait le nom des gangs apparaître. Face à cela, ces gangs vont bien évidemment chercher une dimension esthétique quelque part. Le film Warrior est sorti, ça fait partie de nos livres de chevet. Et nous allons bien évidemment chercher les codes dans cette culture américaine issue des quartiers. Et nous allons les chercher, ces codes, pour la simple et unique raison, c'est qu'il y a un effet reflet. On se reconnaît dans cette réalité-là. Exactement la même chose que pour Scarface. Les gangs s'affrontent, bien évidemment, la violence s'installe. On commence à, pareil, compter nos morts. Et à un moment, il y a un réalisateur, qui s'appelle Mehdi Charef, qui se penche sur la question et qui décide de raconter, dans un premier temps, en 1983, d'écrire son livre, qui sortira, j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus de l'éditeur, bref. Et Costa Gavras décide d'acheter les droits pour adapter ce livre-là au cinéma. Et puis finalement, en lisant le livre, il se rend bien compte qu'il y a une dimension quand même autobiographique et il décide à Mehdi Charef de réaliser ce film tout en l'accompagnant en tant que directeur photo. Et le premier film reflétant la réalité d'une génération, je ne dis pas des jeunes ou des enfants issus des quartiers, mais d'une génération, apparaît. Il faut savoir qu'on est en 1985 et qu'à cette époque, beaucoup d'entre nous appartenons déjà à cette nouvelle culture américaine qui est arrivée bien en amont, puisque les prémices de ce que les Américains ont appelé l'impérialisme culturel, parce qu'il y avait vraiment une pensée derrière tout ça, ça a été théorisé, remonte aux années 70 avec l'arrivée du Walkman, l'arrivée des rollers, l'arrivée du fameux t-shirt I Love New York, etc., que ma génération se prend de plein fouet. Je vous propose de regarder un premier extrait qui va nous replonger étonnamment dans une actualité qui est toujours présente aujourd'hui, nous confronte à un questionnement qui malheureusement est toujours d'actualité. Donc le théorème d'Archimède, je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi ce titre, je pense que certains d'entre vous connaissent un peu l'histoire de ce film. Voilà, le théorème d'Archimède. Bonsoir. Bonsoir. Où est Stéphane? Il est dans la chambre. Tu viens, Steph? À quoi sert cet instrument? Moi, je connais la réponse, mais je vous laisse. Bonsoir, José. Bonsoir, Malika. Reste manger, José. Oh non, merci. Je vais rentrer, je vais le coucher, il a l'air fatigué. Un peu de soupe chaude. Non, non, je te jure, merci. Doucement, Mousseka! Et la grève, José? Fini la grève. C'est le chômage maintenant. روح جيب باباك. في سهراني نقول لك.
Vous avez vu ce film, non? Juste pour voir qui est... Est-ce que vous pouvez lever la main pour savoir qui a vu ce film? 1, 2, 3. Bien, mieux que 2. Je sais pas, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à ce que vous venez de voir, avant de me lancer dans une longue tirade. Savoir si des choses vous ont étonné, choqué ou pas. Pardon? La résignation aujourd'hui? Ah, de la mer? Oui, absolument. Oui, absolument, tout à fait. La résignation par rapport au chômage? Oh. Oui, absolument, c'est vrai. C'est même pas une résignation, en fait, c'est que c'était la réalité. Et effectivement, on est dans une temporalité, une époque où, en fait, la question de la religion ne se pose pas, puisqu'on habite tous les uns au-dessus des autres, et que à cette époque, on peut très bien inviter un gamin à venir faire la prière. Le contraire est possible également. Moi, je me suis retrouvé chez les curés à faire la prière par empathie et par bienveillance, sans avoir la moindre arrière-pensée de prosélytisme quel qu'il soit. Ce que je voulais dire, c'est que vivre ensemble, ça n'est pas un vœu pieux, ça n'est pas une perspective. On vit déjà ensemble, on a déjà vécu ensemble, on a déjà partagé ce qui semble aujourd'hui très compliqué à partager, en tout cas dans l'imaginaire collectif ou dans le fantasme d'une minorité dominante, je ne le sais pas, mais on voit que là, il n'y a absolument aucun élément perturbateur. La mère donne un bout de pain à la voisine et la voisine lui explique c'est plus la grève, c'est le chômage. Tout ça pour dire que dans cette époque que j'ai bien connue, parce que j'avais l'âge du jeune homme qui allongeait sur son lit et on avait à peu près les mêmes jeans, et pas les mêmes bottes, mais les mêmes jeans, et en plus c'est un pote. C'était une réalité, le partage des fêtes religieuses. Il y avait une communion, il y avait une vraie communion. Et je pense que c'est cette communion face au désœuvrement, parce que c'est vraiment une période un peu compliquée dans ces quartiers-là, nous a poussés à non pas réfléchir au vivre ensemble, mais à le pratiquer quotidiennement, à se tenir la main. Ce qui fait qu'en fait, une identité... Oui, pardon, excuse-moi. Oui. Bien sûr. Où ça, pardon? Ah ouais, Vitry, ouais, absolument, ouais, dans le Val-de-Marne. Merci pour ton intervention. Parce que oui, effectivement, c'est une réalité encore aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut imaginer uniquement à travers le tube cathodique. Ce que je voulais dire, c'est que cette période-là nous a poussé à un moment à la tolérance. Et il y avait un monsieur qui parlait, il fut une époque, j'aimais beaucoup d'ailleurs, il parlait du programme commun. Il y en avait un autre, et là on a un problème commun. Et face à ce problème-là, le communautarisme n'existait pas puisque les communautés vivaient ensemble. Mais les communautés existaient. On va revenir un peu à la culture hip-hop et à la culture urbaine et au cinéma, qui petit à petit intègrent une forme de réalité. Là, sans flagornerie aucune, pour moi, on est face à un des meilleurs réalisateurs de sa génération et malheureusement peut-être le seul qui a dépeint cette réalité. Et au fur et à mesure, vous verrez les extraits, les acteurs sont confrontés à des problèmes qui sont toujours d'actualité. Va chercher ton père, le gamin. Il y a une expression qui dit que habituellement on se retrouve avec le cul entre deux chaises. Cette période-là, là où j'habitais, on disait autre chose. On disait qu'on avait la chaise au milieu du cul, ce qui est moins confortable. Vous pouvez en convenir. Et on a vécu avec cette chaise, en tout cas le dossier de la chaise, pendant pas mal d'années, jusqu'à l'arrivée de cette culture américaine qui intégrait la diversité, une phrase qui résonnait pour nous comme un vœu pieux, un souhait,
paix, unité et s'amuser. Dans une période où on avait le sentiment d'être quotidiennement confronté plus à la mort qu'à la paix, à la division. Pardon? Absolument, ouais. Absolument. C'est Afrika Bambaataa qui a, lorsqu'il a réussi à imposer avec d'autres la paix parmi les gangs du Bronx, a gravé cette phrase-là qui deviendra l'élément fondateur de la culture hip-hop, « Peace, unity and having fun », le contraire de ce qui se passait dans le Bronx. 10 ans plus tard, on est confronté à la même réalité sociologique en France et on se dit, bah, ce « peace, unity and having fun », on y a aussi le droit. Alors ça s'exprime de différentes façons, ça s'exprime avec, je vous le disais tout à l'heure, l'impérialisme culturel américain, réfléchi, où voilà, on devient des cibles en tant que consommateur, le Walkman, etc. Mais également à travers des manifestations comme la marche pour l'égalité, j'en parlais tout à l'heure, qu'on a ensuite appelée la marche des beurs, sauf que le mot beurre n'existait pas à l'époque, entre 80 et 82, 3. D'ailleurs, la marche des beurs, c'est un paradoxe, puisque à Lyon, à Marseille, on dit le beau beurre n'existait pas, donc la marche part. C'est la marche pour l'égalité, elle arrive à Paris, c'est la marche des beurs. Ça, c'est une autre parenthèse. Donc, bref, s'invite dans notre quotidien cette culture où tout d'un coup, il y a un gars qui écrit un texte et une chanson qui passe à la télévision, au-delà même de quelques films comme Flashdance et qu'est-ce qu'il y avait encore, Flashdance et je ne me souviens plus du second film. Mais bref, petit à petit, on commence à voir des enfants à l'épiderme suspect arriver sur les écrans. On n'est pas habitué à se voir, en tout cas dans les écrans. Et donc on se dit, bah, cette culture, c'est la nôtre. Puisqu'on ne se reconnaît pas à travers Michel Sardou, Jodassin, Dick Rivers et ses copains. Non pas qu'on les rejette, sauf que c'était la culture et l'identité culturelle de nos aînés. Et là, on voit arriver successivement ces gamins jusqu'à ce que certains adultes, entre autres une personne comme Bernard Zécry, décident de faire passer en France ce qu'on a appelé le New York City Rap Tour, avec en partenariat européen. Et là, tous ceux qui avaient été plus ou moins touchés par la grâce, c'est-à-dire qui avaient plus ou moins tiqué lorsque Flashdance est sorti et que cette petite scène du film où on voit des gars danser nous impacte tellement qu'on se dit « je veux faire ça », eh bien tous ces gamins que nous étions, on se retrouve porte de Pantin, pour les plus chanceux d'entre nous, et on a en chair et en os ces anciens membres de gangs du Bronx, reconvertis en apôtres de la paix et du vivre ensemble, devant nous. Et là, on découvre leur danse, on découvre le graffiti, on entend des phrases qu'on n'a jamais entendues, c'est-à-dire que t'es bon pour ça, faites-le, c'est à vous, c'est une culture universelle. Certains des premiers acteurs de cette scène-là embrassent immédiatement ce courant culturel, d'autres sont sceptiques. Très rapidement, on entend, vers 84, on entend le mot de mode. Il faut savoir que cette culture nous a permis de sortir des quartiers et d'aller dans d'autres quartiers. Jusqu'à présent, notre monde, c'était notre quartier. Après notre département, et tout d'un coup, c'est toute l'Île-de-France. Et on se rend compte très rapidement qu'on est des centaines, qu'on est des milliers presque. Et, histoire de confirmer ce sentiment que nous avons, eh bien, il y a une émission avec un animateur. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un animateur noir à la télévision, juste après Starsky Hutch le dimanche. Et là, c'est un raz-de-marée, c'est un tremblement de terre dans les quartiers, et plus particulièrement dans la génération à laquelle j'appartiens. Mais pour se replacer dans le contexte et dans la réalité de notre quotidien, non pas de la rêverie dans laquelle on était plongé grâce à cette culture américaine qui arrive, mais la réalité de nos quartiers, je vous propose de regarder un deuxième extrait du théorème d'Archimède, et histoire de replanter un peu le décor. Je comprends pas ce que tu dis. Comprends pas. Fatigué, moi. Jambes malades. Toujours travailler, toi tu dors. Fainéant, voyou. راك تسمع. Pourquoi n'est pas chercher travail? فنيان voyou. ها؟ اسمع فيا. شفت ولد ماما هذاك علي. سيريو.
خدام على روحه كيما الرجال تاع الصح، ما يكميش يجيب لا باي لامو، ما يترانيش في الطروقه، الله يحفظه ويخليه. طرافاي يا ولدي طرافايي. J'ai trouvé du travail. C'est bien mon fils. Ouais, mais il faut être français. كيفاش؟ فرنسي؟ مو بحال فرنسي، جامي رومي، راك تسمع، جامي رومي. Donc on est en 85, hein, toujours, enfin ça c'est 84. Et effectivement, il y a une succession de conflits qui se juxtaposent dans ces quotidiens-là. C'est que dans la cellule familiale, il faut rassurer tout le monde, sauf qu'il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Pour avoir du boulot, il faut partir de son quartier, il faut sortir de sa zone de confort, c'est beaucoup dire, et aller voir ailleurs si on y est. Là, on a le parfait exemple du gamin qui est entre deux eaux pour aller jusqu'à dire à sa mère « Je ne comprends pas ce que tu me dis, je ne te comprends pas, parle-moi en français ». Donc il y a un vrai conflit d'identité, il y a un vrai conflit culturel, il y a la confrontation avec la réalité du marché du travail, c'est l'explosion du chômage de jeunes. Il y a je ne sais pas si vous avez vu le film, l'absence totale de la figure paternelle également, ce qui fait que ce patchwork de misère amène à des conduites à risque. La violence, la drogue. Et cette culture, cette petite bouée de sauvetage, cette petite bulle d'oxygène qui vient à nous, à un moment où on commence à parler des bandes, et à un moment où le seul réconfort que certains peuvent trouver, c'est au sein de cette famille reconstituée, de cette bande. C'est avec ses potes. Parce que lorsque l'on sort du quartier, on est parfois, et là c'est pas une analyse sociologique, c'est une réalité, on est parfois ramené dans nos quartiers, parce qu'on n'a rien à faire dans les quartiers d'à côté. Donc l'enclavement, on est enfermé dehors. Et donc tout d'un coup, il y a ce truc où on peut danser, on peut mettre de la couleur sur les murs, on peut chanter, on peut mettre des disques, et de toute façon, les quartiers sont dans un tel état que les autorités, à partir du moment où ils savent où on est, mieux vaut être là et jouer de la musique plutôt que d'être ailleurs et enfoncer les portes ou faire je ne sais quel autre acte délictueux. Et donc cette culture hip-hop s'impose. Donc dans un premier temps, bien évidemment, c'est ce qui est le plus accessible, c'est la danse. Parce que être DJ, aujourd'hui tout le monde est DJ, mais être DJ à l'époque, ça sous-entendait avoir des platines. Des platines, ça sous-entendait avoir de l'argent. Donc nous n'avions pas de platine, à part des cassettes. Une radio émerge à l'époque avec un animateur radio qui s'appelle Sydney, c'était sur Radio 7, une des fréquences de la maison de la radio. Et il y a cette petite émission qui a été écoutée par tous, en tout cas par beaucoup, qui fera de ce fameux Sydney, avant même qu'il apparaisse à l'écran dans nos télévisions, qui fera de lui une icône des quartiers, juste à côté de Tony Montana ou encore des Warriors. Et donc petit à petit se développe cette culture, une culture alternative, parfois un peu subversive dans sa façon de percevoir la société dans laquelle elle évolue, la société française. Elle ne se construit pas totalement contre la société, non pas que l'on rejette, mais la société que nous n'arrivons pas à intégrer. Ce n'est pas un rejet de la société, c'est juste qu'on n'arrive pas à rentrer dedans, ni par le monde de l'emploi, ni parfois par l'épiderme, ni par le patronyme. C'est très compliqué de devenir français à cette époque. Heureusement, il reste deux bouées. Je vous parlais de cette culture hip-hop émergente. Et un deuxième élément qui peut paraître très paradoxal aujourd'hui, surtout venant de ma bouche, parce que j'ai tout fait pour ne pas le faire, c'est le service militaire. C'est le seul moment où on a appris à devenir et qu'on avait cette fierté d'appartenir à cette France avec un uniforme, même si on rechignait pour y aller, mais une fois qu'on était dedans, il y avait un cadre, il y avait des codes, on se sentait protégé. Donc là, on arrive, on a tous plus ou moins 18 ans, on arrive en 85, on s'inscrit à la NPE et petit à petit, on commence à voir certains d'entre nous, pour tuer l'ennui, deviennent bons à la danse, peignent sur les murs, écrivent des textes. Les plus audacieux, les moins timides prennent le micro, deviennent rappeurs. À l'époque, notre pays regarde ça avec étonnement, pas stupéfaction, ni rejet, mais étonnement. On ne se dit pas... D'ailleurs, très souvent, on nous dit « Ah oui, c'est la mode » ou « ça va être la mode ».
Et puis arrive cette émission, HIP HOP, le dimanche après-midi. Et là, ça touche aussi bien le monde rural, le monde urbain. Voilà, tout le monde est concerné. 1985, c'est l'année de la sortie du théorème d'Archimède. Et vous voyez bien que, enfin, là dans cet extrait, mais dans le film, il n'y a pas la moindre trace de cette culture hip-hop. Elle est vraiment ce qu'on appelle underground, elle est vraiment sous-jacente, et elle concerne une minorité. 86 arrive, on sent, je ne sais pas si vous vous souvenez, 85-86, on sent émerger, on ne comprend pas pourquoi, l'extrême droite. On sent apparaître des crânes rasés, on entend le bruit des bottes. La nuit dans Paris, ça devient de plus en plus dangereux de se promener. Donc se fédèrent les groupes, qu'on appellera très rapidement les bandes. Ce ne sont pas des bandes venues terroriser dans un premier temps notre capitale, ce sont des bandes pensées, réfléchies pour se défendre. Parce que sortir de son quartier, enfin en tout cas avoir cette prétention, entre 85 et 86, c'était s'exposer à une forme de danger. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces reportages de la 5 où on voyait des skinheads tabasser un mec avec une guitare à Saint-Germain-des-Prés, ou au détour d'un tag avec des amis, on se retrouve avec une meute de gars, on va dire pas très bienveillants, au crâne rasé. Donc la rue devient dangereuse pour nous. À partir du moment où on sort de nos quartiers, qu'on prétend monter à la capitale, là, il y a une prise de risque. Donc on se constitue en bande, on débarque sur Paris, et petit à petit, les bandes se croisent. Des bandes d'autodéfense, et bien évidemment, qu'est-ce qui arrive ? Eh ben oui, on se croise, mais le vocabulaire n'est pas très pacifique ni très sympathique. Donc émerge une violence qui était sous-jacente dans nos quartiers, mais qui se répercute à l'extérieur de nos quartiers. Et là, la société voit ça avec effroi, des bandes de noirs, d'arabes, blancs, jaunes, avec des noms, les Ducky Boys, les requins vicieux, les Red Warriors, les Go, les malédictions, les Asnés, les Fresh Boys. Voilà, il y a près d'une centaine de bandes à l'époque. Il y a la Coalition du Sud qui réunit tout le 94. Vous avez également dans le 78 Mantes-la-Jolie, les Mureaux, Chanteloup-Lévin. Vous avez Cergy également. Et là, on est vraiment dans la reproduction à l'identique de ce qui se passe dans le sud du Bronx. Et c'est à ce moment-là qu'émerge un groupe de rap qui va conscientiser tout le monde, parce qu'il faut savoir que pendant toutes ces années, bien évidemment, nous n'avions absolument aucune conscience politique, ni même aucun recul pour analyser ce que nous étions en train de vivre, c'est-à-dire que nous n'étions le fruit que de décisions hasardeuses, mais des décisions politiques. Ce n'était pas un hasard si au bout d'un moment, cette mixité auquel on rêve aujourd'hui avait disparu, alors qu'on a grandi dedans, on est né dedans. Et donc toutes ces bandes commencent à faire parler d'elles, évidemment. Les journaux, les médias s'emparent du phénomène. Et toujours venant des États-Unis, dans le sillon de cette culture hip-hop, débarque un hip-hop conscient, un hip-hop politisé à travers des groupes. Dans un premier temps, il faut savoir que le hip-hop, c'était un divertissement, point. À part un morceau, The Message, de Grandmaster Flash, qui attirait l'attention sur les conditions désastreuses des populations, en tout cas du sud du Bronx à New York. À part ça, c'était du divertissement. Tape des mains, oublie tes problèmes, viens danser, un peu comme Gilbert Montagnier, tout va bien. Sauf que en 86, Public Enemy arrive et lui dit non, c'est pas comme ça. Et il faut savoir qu'autant Grandmaster Flash and the Furious Five, avec le message, s'adressait à des gamins de 14-15 ans, autant la Public Enemy s'adresse à des gamins qui ont le droit de vote. Et à qui on a dit depuis longtemps, la politique, c'est pas pour vous, vous intéressez pas à ça. Ça sert à rien. On va gérer ça pour vous. Il faut savoir que dans certains quartiers, sur 10-15 000 habitants, le pourcentage d'électeurs, en proportion, s'élevait à 2-3 000 électeurs. Donc le devenir de toute une ville était entre les mains d'une minorité. Non pas que cette minorité l'avait accaparé, juste que nous avions été écartés du jeu politique. Et donc ce nouveau type de rap arrive, avec des groupes comme KRS-One aussi, Boogie Down Production, donc je vous disais, Public Enemy et plein d'autres. C'est l'époque de ce qu'on appelle le rap conscient. Et donc ça nous sort un peu de cette torpeur, la fête est finie, on tape plus des mains, on montre plus nos belles dents et on sourit plus en disant « ouais, c'est chouette, on a trouvé une solution à notre problème ». On prend juste conscience du fait qu'à un moment, il faut peut-être passer d'une position passive à une position active sur le plan politique.
Et petit à petit, on commence à s'intéresser aux choses. Et on commence à comprendre qu'être français, ben, c'est aussi conjugué avec la citoyenneté. Et comme disait le regretté président américain, ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que toi tu peux et tu dois faire pour ton pays. Je vous propose qu'on regarde un autre extrait du théorème d'Archimède, toujours pour étayer mon récit et surtout pour se replonger dans cette réalité de l'époque. Putain. Ah merde. Cadeau le mec. Allez vas-y là. Cadeau. Envoie les bouteilles, envoie allez. Putain. On va se la donner hein. Ah, ça va être la fête. Eh bien mets-toi. Allez les gars, venez, c'est la fête. Ah ouais. Ah vas-y, il y a même du vin et tout. C'est Noël ça. Oh ouais. Tu me fais une place. Ouais, vas-y. Tiens. Oh putain, c'est grand. Tout ce qu'il faut là. Donne. Voilà. À la santé du Père Malard. Ah, on prend celui-là. Tiens. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Des voitures qui brûlent, ça ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, ni d'avant-hier. Donc là, on est dans une période, dans ce film-là, où on arrive au bout du tunnel. On est sauvé par cette culture hip-hop. On est conscientisé politiquement. Et on a passé l'époque où le qualificatif le plus souvent utilisé pour cette identité culturelle venue d'ailleurs, c'était une mode. Vous savez, la mode, c'est la mode, c'est la mode. Sauf que pour certains, ça a été un peu comme les cours de rattrapage, les cours du soir, c'est-à-dire ces représentants, ces artistes qui prêchaient, en tout cas qui prêchaient l'engagement, qui prêchaient l'action, plutôt que l'observation, plutôt que la passivité, commencent à s'installer dans le paysage culturel français petit à petit. Les bandes sont là, mais bon, petit à petit, l'industrie du spectacle se dit, tiens, pourquoi pas surfer sur cette tendance pour essayer de faire émerger les meilleurs. Donc on voit petit à petit, tout d'abord, le premier rapprochement se fait avec le monde universitaire, très étonnamment, avec plus particulièrement une université qui s'appelait Paris 8, et en particulier avec un professeur d'ethnologie et d'anthropologie du nom de Georges Lapassade, qui, après qu'on se soit croisé dans le métro en direction de Saint-Denis-Basilique, me dit « Mais qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous écrivez partout sur les trains? Qu'est-ce que vous avez à dire? D'où vous venez? On vous comprend pas. On ne sait pas qui vous êtes. » Et petit à petit, cette université s'est intéressée à nous. Et c'était la première fois où nous n'étions plus le problème, parce que ça commençait à durer, ça faisait pas mal d'années, mais peut-être un sujet de réflexion, en tout cas, pourquoi pas, une solution à des questions, ou en tout cas d'une réponse à certaines questions qui étaient posées concernant cette jeunesse à laquelle on appartenait, qui venait de traverser différentes périodes, je vous l'ai expliqué, entre l'habitat, la drogue, le sida, la montée de l'extrême droite, etc. Et petit à petit, on ne reconnaît qu'à certaines vertus. En tout cas, on reconnaît à cette culture certaines vertus. Et on va le reconnaître, on va le voir à travers le dernier film, puisque nous posions les questions, ou en tout cas, nous posions les questions que la société française ne se posait pas encore à l'époque.
Et nous avions la chance, étant entourés d'universitaires, que certains sociologues nous apportent les réponses. Et la question la plus souvent posée, on est entre 87 et 88, c'est mais face à la difficulté de pénétrer le monde du travail, c'est qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? On est né ici, pour beaucoup d'entre nous. On nous demande toujours d'où l'on vient, alors qu'on vient des Mureaux, de Cergy, de Créteil. Cette phrase. Et tout d'un coup, le fait de répondre, on est des b-boys. À l'époque, le mot utilisé par les médias, c'était les Zoulous. Eu égard à la Zulu Nation, créée par Afrika Bambaataa pour fédérer les jeunes et les amener à une approche positive d'eux-mêmes et de l'action qui était amenée dans les quartiers. On dit, nous, on est des Zoulous, mais c'est quoi des Zoulous ? Vous aviez petit à petit des sociologues, des universitaires et même des politiques qui disaient, mais d'où ils sortent ceux-là ? Ils sont des milliers, on ne les a jamais vus. Où étiez-vous pendant toutes ces années ? On était à côté de vous, on était juste vos enfants, on était vos neveux, on était vos problèmes même parfois, mais on était là. Et petit à petit, je pense que le fait qu'une partie de la communauté, en fait, une partie des intellectuels de ce pays s'intéresse à nous, ça a braqué le projecteur. On a vu les premières caméras arriver et interroger les uns et les autres. Et c'est là que sont arrivés des artistes comme dans cette frénésie d'une forme d'intérêt, d'un intérêt du moment. Un groupe est arrivé et le nom de ce groupe, c'était Nique ta mère. Donc là c'est encore plus impactant. Et finalement, l'apogée de cette période, ça a été le fait que ce groupe arrive à cristalliser une forme d'esthétisme qui était totalement nié pendant des années. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait l'acid music, on sortait de la new wave, c'était... Et tout d'un coup, on se dit, mais finalement, c'est peut-être notre culture, ça aussi, en fait. C'est peut-être ça aussi, la culture française, peut-être revue et corrigée par une nouvelle génération, mais on va s'y intéresser d'un peu plus près. Donc on a vu s'ouvrir petit à petit, au-delà des boîtes de nuit qui étaient ouvertes depuis pas mal de temps, des galeries d'art, des émissions de radio. On a vu petit à petit ce qui était notre quotidien en termes d'esthétisme impacter la société française jusqu'à ses spots de pub, jusqu'à son vocab. On a vu, je me souviens d'un animateur télé dont je tairai le nom qui m'avait dit un jour ouais, mais votre truc là, j'aime pas, ça ressemble à rien. Et puis aujourd'hui, c'est le premier à crier sur son plateau, faites du bruit. Plein de petites expressions comme ça qui ont imprégné, qui se sont immiscées dans le vocabulaire du quotidien. Façon de s'habiller aussi, façon de se comporter, une façon d'être. Et toute cette substance très particulière qui est le fruit de confrontation, qui est le fruit du désarroi parfois, qui est le fruit d'une joie excessive, on la retrouve tout d'un coup dans un film. Et là, on est fin des années 80. On est... je ne pense pas être dans l'exagération si je dis ça, on est plus américain que français à ce moment-là, ou en tout cas on est des néo-français, un peu plus universels peut-être, un peu plus tournés vers les autres. Et il y a un film qui s'appelle Do the Right Thing de Spike Lee. On n'a jamais entendu parler de ce réalisateur alors qu'il a déjà fait Nola Darling, il a déjà fait School Days, sauf que ce ne sont pas des films qui sont diffusés dans nos salles, donc on ne le connaît pas. Et avec un film, il pose tous les fondamentaux, toutes les questions auxquelles nous étions confrontés, et il y apporte les réponses, en plus. Le vivre ensemble des communautés italiennes, noires, portoricains, blancs, asiatiques, juifs, etc. Toutes ces questions du vivre ensemble sont posées dans ce film-là, et toutes les réponses sont apportées. Je vous propose qu'on regarde le générique du début, et quelques minutes même du début du film. Vous avez... Encore par souci de curiosité, qui a vu ce film, Do the Right Thing de Spike Lee ? Ah, là, ça y est, on commence à se rapprocher un peu les uns les autres. Eh bien, on va regarder un extrait. Spike Lee, Do the Right Thing, c'est le générique du début, plus quelques minutes du film. Power to the people, no delay. Make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power.
Shaw. Fight the power. Shaw. Fight the power. Shaw. Fight the power. We got to fight the powers that be. Wake up! Wake up, wake up, wake up! Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy, your voice of choice. The world's only 12-hour strong man on the air. Here on We Love Radio, 108 FM. The last on your dial, but first in your hearts. And that's the truth. Root. Here I am I here? You know it, you know. This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. And that's the truth. Root. From the heart of Bed-Stuy, you're listening to We Love Radio. Doing the yin and the yang, the hip and the hop, the stupid fresh thing, the flippity flop. I have today's forecast for you. Hot! Et comme vous pouvez le constater, enfin, on voit l'arrivée des filles dans cette culture. Parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer et penser, et c'est une réalité, je dois le confesser, pendant toute cette décennie, les femmes avaient énormément de difficultés à trouver leur place, si ce n'est le fait d'être la petite copine d'eux. Et avec l'arrivée de ce film, on est en 1989, eh bien, tout d'un coup, cet esthétisme nouveau concerne également les demoiselles. Et on voit débarquer dans notre univers, et je pense que c'est ce qui a définitivement pacifié ce rapport aux gangs, aux bandes, etc. On voit cette culture hip-hop. C'est pas s'assagir, même si on peut le dire, avec l'âge, on s'est un peu assagi, mais surtout, la culture hip-hop s'est un peu féminisée. Les filles n'avaient plus besoin d'être des garçons. Vous avez pu constater que ces images sont relativement sexuées également. Donc c'était tout un univers qui était complètement mis de côté pendant des années, qui s'est imposé grâce à ce film-là, Spike Lee. Et pourquoi ce film est important au-delà de montrer la culture hip-hop, parce qu'il faut savoir que le théorème d'Archimède, c'est la réalité de certains, j'insiste là-dessus, gamins de ces quartiers populaires. Do the right thing, c'est sur le plan sociologique et économique la même chose, mais sur le plan culturel, c'est l'avènement de la culture hip-hop. Ça y est. À partir du moment où cette culture a son cinéma, c'est que cette culture est là. Cette culture existe, elle ne repartira plus jamais. Et la chose qu'il faut retenir de ce film, c'est que c'est la première fois que cette culture-là est filmée de l'intérieur. C'est-à-dire que Spike Lee est un acteur de cette scène culturelle. Ce n'est pas un reporter qui vient faire un film avec un regard extérieur. C'est un film qui est filmé de l'intérieur et donc qui intègre tous les paramètres, tous les critères qui font que pour la majeure partie d'entre nous tous, qui fait de ce film un élément incontournable, une synthèse objective et réaliste de ce à quoi l'on aspire et surtout sur ce que l'on est, ce que l'on aime, ce que l'on veut et là où on va. Moi, je vous invite à regarder ce film avec maintenant près de 30 ans de recul. Après, bien évidemment, le cinéma français s'en empare. Ce film a influencé énormément de jeunes en devenir, comme Mathieu Kassovitz. La haine arrivera, je crois que le début du tournage se fait en 93, enfin avec les castings, etc. Donc 4 ans après, sauf que Mathieu avait déjà fait des films comme Métis. Et La haine arrive. Donc ce film-là parle, on va dire, plutôt à la scène hip-hop. La haine arrive et ce film parle à la France. Et si vous regardez bien La haine et si vous regardez Flying Cut Sleeves, vous pourrez vous rendre compte qu'en fait c'est exactement les mêmes films. À 20 ans, ouais, pratiquement 20 ans d'écart.
Donc finalement, le cheminement et la genèse de l'arrivée de la culture urbaine, moi j'appelle ça la culture hip-hop, parce que je vais quand même résumer, enfin, ouvrir une petite parenthèse. Qu'est-ce que la culture hip-hop? Quand on parle de hip-hop dans le cinéma, qu'est-ce que ça veut dire? Mettre une casquette, avoir des baskets, un baggy jean, qu'est-ce que ça veut dire? Être noir, qu'est-ce que ça veut dire? Être blanc, être beurre? En fait, on est loin de l'essence même de cette terminologie. C'est une façon de faire les choses, la culture hip-hop. C'est pas une façon de s'habiller, c'est une façon de conjuguer des éléments qui, normalement, pour le commun des mortels, ne sont absolument pas associables. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de limite d'âge. Ce n'est pas féminin ou masculin. La culture hip-hop, c'est une façon de s'approprier, de fabriquer une petite caméra et puis de faire Little Fugitif. De partir et de filmer au milieu des gens. La nouvelle vague, dans sa démarche, c'est hip-hop. Le théorème d'Archimède, la démarche de Mehdi Charef, de combiner, d'associer des éléments qu'on ne montre pas ou qu'on n'associe pas en règle générale, aussi bien sur le plan de la technique que sur le plan de la narration, du scénario, c'est. En fait, le hip-hop, c'est une démarche. Ça n'est pas visible. C'est ce qu'on fait de son quotidien. C'est comment on brave les interdits, comment on conjugue les éléments qui, normalement, sont inconjugables. Et dans ce film-là, on arrive aux fruits. Dans Do the Right Thing, on a creusé, on a labouré, on a semé les graines, on a arrosé le tronc, les branches, les fruits, et enfin on récolte en 1989 ces fruits qui vont être consommés ensuite à la française par des films comme, je vous disais, La Haine, et puis dernièrement, ces dernières décennies, même cette dernière décennie, certains films se sont vus attribuer des récompenses, et on a pour habitude, nous, de les qualifier de cinéma hip-hop, non pas parce que il ressemble à un clip de rap. On peut très bien faire du rap sans être hip-hop. On peut très bien danser, faire du breakdance sans être hip-hop. Le hip-hop, c'est vraiment une façon de faire. Les punks avaient le leur, les rockers avaient le leur. Nous avons le nôtre. Je vous invite maintenant à vous replonger dans toute cette cinématographie qui a porté l'insupportable, parfois, qui a mis en lumière l'indisible. Et après 90, après La Haine, on a eu comme ça une déferlante dans laquelle on a traité les problèmes sociaux, dans lesquels on a fait preuve d'audace. Et en fait, c'est ça le cinéma hip-hop. C'est tout simplement prendre de l'audace, s'autoriser à faire ce qui n'est pas autorisé. Little Fugitif en est le parfait exemple. Do the Right Thing en est la conclusion. Voilà. Je vous remercie d'avoir traversé ces 30 ans avec moi. Oui, mademoiselle? Je vois rien, excuse-moi. Pourquoi? Alors, je vais retranscrire ta question. Tu m'as dit pourquoi? Le théorème d'Archimède. Ah oui. Et je voulais savoir, parce que comme je ne l'ai pas vu... Mais je connais ta voix, toi. Bah ouais. T'étais là, toi? Ouais, c'est moi. C'est toi, Gladys? C'est moi. En fait, le théorème d'Archimède, parce que Mehdi Charef a vraiment vécu cette scène dans sa classe où un instit avait dit le théorème d'Archimède et un élève avait retranscrit au tableau le théorème d'Archi-Ahmed. Et comme c'était très compliqué pour Mehdi Charef d'utiliser le théorème d'Archi-Ahmed, il a réduit ça au théorème d'Archimède. Voilà, mais c'est une phrase qui a vraiment existé et qui existe dans son livre et il recontextualise un peu le truc à sa façon, quoi. Donc voilà, c'était un petit voyage à travers ce cinéma dit hip-hop qui en fait ne l'est pas de par son esthétisme uniquement, mais de par sa démarche et de par son audace. Voilà. Merci à vous, bonne soirée et vive l'été.